Et bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis et un peu certaines critiques du dernier film Alien, Alien Romulus, qui est sorti là aujourd'hui. Je suis allé le voir, j'ai eu une séance où il y avait personne. Bon, il y avait quelques gens, mais où il y avait personne dans la salle, donc c'était pas mal d'aller le voir maintenant. Et donc on y va tout de suite pour mon avis critique du film sans spoil et ensuite avec spoil. Donc on va quand même aller vite sur les sans spoil parce que je trouve que c'est plus intéressant de parler du film pour le coup en parlant de ce qui se passe dans le film. C'est parti. Donc ce film, moi je l'ai trouvé sympa à regarder, définitivement mieux que Prometheus et Covenant qui, et ça m'échappe, sont en train de se refaire une bonne réputation en ce moment. Ce qui est complètement incompréhensible de mon point de vue, mais bon, si les gens découvrent un film et qu'ils l'aiment, tant mieux pour eux. C'est juste dommage que ce soit avec Prometheus et Covenant. Pour moi, ce film est infiniment mieux que Prometheus et Covenant. Donc rien que pour ça, si vous avez peur de ça, allez le voir, ça sera bien. Mais il n'est pas exempt de défauts. Un de ses principaux défauts étant qu'il reprend énormément de choses des films précédents. C'est plus qu'à la référence, il remake des scènes des autres films. Parfois, il copie-colle des phrases carrément d'autres films. Et en fait, ça fait pas vraiment sens de copier-coller, par exemple, ces phrases. Après, bon, voir des scènes des autres films, j'ai envie de dire autant aller voir les autres films. Donc là, on a affaire à un espèce de melting pot de tout, qui se regarde quand même, qui s'apprécie, mais il manque un truc, quoi. Dans le film, il y a quand même... alors, généralement, moi, je suis pas trop film d'horreur, parce que généralement, ça me fait pas peur, en fait. C'est pas forcément que j'aime pas, mais enfin bref, c'est un autre sujet. Un jour, je parlerai du film d'horreur que j'apprécie énormément, Sans un bruit. Peut-être je parlerai un jour de ça. Là, c'est un film qui il reprend donc des éléments des autres. Hein. Et moi, par exemple, j'ai revu Alien 1 avant d'aller voir Romulus pour me remettre un peu dans le truc. Et le plus gros jumpscare que j'ai eu dans Alien 1, c'est quand Ripley tombe, est en train de poursuivre le chat. Nous, on entend dans nos oreilles des bruits qui sont pas du tout des bruits de chat. Et au final, hop, elle soulève un espèce de truc. Et nous, on s'attend à voir un facehugger. Mais en fait, non, c'est le chat. Voilà, ça fait un petit jumpscare. Moi, j'ai eu le jumpscare sur ça parce que tu t'attends à voir un truc, t'as autre chose. T'es en mode, ah, hop, ok, c'est bon. Ah ouais. Et dans le film, il y a eu des moments comme ça. Il y a des jumpscares qui fonctionnent, mais c'est pas vraiment un film d'horreur. Euh, c'est un film d'action-horreur. Voilà. Donc il fait peur et tout, mais c'est pas un problème. Alien a toujours évolué dans différents trucs et ça garde l'aspect horreur quand même. Mais voilà, faut pas y aller en s'attendant à voir un film full horreur, exactement comme Alien 1. Non, il va y avoir de l'action et il y a de l'horreur. Il y a des bonnes scènes d'exposition qui nous montrent les relations de chacun, etc. Donc on comprend la dynamique de groupe, on comprend où chacun se situe dans ce groupe-là. Ça, c'est vraiment pas mal. Enfin, c'est vraiment bien, enfin, c'est bien fait comparé à ce qu'on avait pu avoir dans Covenant, par exemple. Mais il manque un truc pour s'attacher un peu plus au personnage, quoi. Il y a moins de décisions complètement stupides, également des personnages. Ils vont pas prendre toutes les décisions. Il n'y a pas de géologue qui se perd alors qu'il a la carte sur lui, quoi. Voilà, si vous avez peur de ça, il n'y a pas. Ça marche. Le film trouve une explication à chaque moment, on peut se dire, mais comment c'est possible? Enfin, à chaque moment. Quasiment à chaque moment, on peut se dire, mais attends, c'est un peu bizarre cette situation. En fait, il y a une explication que donne le film. Donc, c'est pas con. Les personnages prennent pas des décisions qui sont complètement stupides. Donc là, franchement, sur ce point-là, ça frustre pas, ça se regarde très bien, etc. Le plus gros problème du film repose sur le fait qu'il va pomper énormément de choses des autres. Et au bout d'un moment, t'as l'impression de regarder une compilation d'aliens.
Et il y a 2-3 points qui clochent et qui vont pas. Film Disney, on pourrait avoir peur de perdre certaines symboliques. Bon, évidemment, il y a les trailers qui montrent des choses, mais on va faire comme si personne n'a vu les trailers. Il y a toujours les symboliques de la sexualité, du viol, etc., qui sont traités de manière... Alors, c'est vraiment... Le film, t'as l'impression qu'il te dit, si vous avez pas compris avant, vous regardez ça, et maintenant, si vous avez toujours pas compris, c'est que vous voulez pas comprendre. Parce que vraiment, il y a des trucs, on va en parler, mais c'est vraiment... Il n'y a pas photo, quoi. Bon, voilà. Sans spoil, j'ai essayé de faire une vidéo qui a un peu plus de rythme. Sans spoil, c'est un peu tout ce que je peux dire. Donc, on va tout de suite partir sur la partie spoil. Donc là, vous restez si vous vous en foutez de voir le film ou que vous l'avez déjà vu et savoir mon avis complet. Alors, bon, pour ceux qui n'ont pas vu le film, qui veulent pas aller le voir, on va résumer vite fait ce qui se passe. Donc, le film démarre sur la récupération d'un xénomorphe. Alors, bon, moi, je pense comprendre que c'est le xénomorphe. Alors, pardon. Scène d'ouverture. Ah ouais, faut que j'en parle, j'aime bien. Scène d'ouverture, moi, je la trouve vraiment bien. Parce qu'on a eu, par exemple, celle de Covenant, qui est dans l'espace. Alors, la scène d'ouverture dans l'espace. Celle de Covenant dans l'espace où, hop, il y a le vaisseau qui passe en vitesse lumière, machin. Celle d'Alien où on voit le vaisseau qui nous approche dessus. Et là, cette scène d'ouverture, je l'ai bien aimée. Parce que tu vois le vaisseau, parce que tu ne vois plus ce qu'il y a derrière. En fait, le vaisseau est complètement éteint. Et ça m'a fait plaisir. Parce que on est sur de la science-fiction qui comprend la physique, qui comprend comment il est censé marcher un voyage dans l'espace, avec ses règles, bien sûr, mais ça comprend des choses. Donc, quand le vaisseau voyage et que l'équipage est en stase, là, en l'occurrence, il n'y a même pas d'équipage dans ce vaisseau qu'on voit arriver. C'est un vaisseau en pilotage automatique. Donc, en fait, il accélère une fois, et il reste à vitesse constante, et il s'éteint, et donc il n'y a plus de lumière, etc. Et donc, on voit le vaisseau arriver parce qu'il se met à cacher les étoiles qui sont en arrière-plan. Donc, on est là, on cherche où est-ce qu'il va passer, est-ce qu'on va le voir passer comme ça. En fait, juste à un moment donné, on comprend parce qu'il n'y a plus d'étoiles au milieu, quoi. Donc, hop, il s'allume, caméra, elle plonge, etc. Machin. Et en fait, là, il y en a un autre plan que je trouve sympa, même si c'est un peu bizarre physiquement, pour le coup. 2-3 trucs physiquement qui sont bizarres, on va en reparler. Machin, mais... Donc, on se met derrière le vaisseau, on voit vers où est-ce qu'il approche. Enfin, on voit vers où il approche, on voit un amas d'étoiles, etc. Et il allume ses phares, et en fait, cet amas d'étoiles, c'était des particules suspendues dans le vide qui reflétaient vachement bien la lumière. Et en fait, il est à côté d'une épave d'un vaisseau où il y a... Donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre, c'est parce que ça se fait refléter par de la lumière, les particules, mais cette lumière ne reflète pas l'épave du vaisseau qu'on ne voit pas. Enfin bref. Et du coup, on voit... Enfin, du coup, le vaisseau, il récupère un cocon dans le vide, qui est un cocon de xénomorphe, qui est du coup probablement, parce que c'est pas dit, donc possiblement ça peut être un truc du Covenant, mais bon, c'est plus avec Alien 1 que ça va être, ou c'est le cocon du xénomorphe de Alien 1 qu'a balancé Ripley dans l'espace à la fin de Alien. Le vaisseau le récupère et l'emmène dans une station où les scientifiques utilisent un laser pour l'ouvrir et en extrait le xénomorphe qui est à l'intérieur. Moi, je pensais que ça allait être le mécanisme de défense d'un facehugger, par exemple, mais non, pas du tout. Bon, enfin, c'est au début du film, donc tu sais pas ce que tu regardes, quoi. Mais donc, c'est le xénomorphe dans le cocon, et donc ils le prennent. Donc ensuite, on part on arrive, changement de plan, sur une planète où il y a un coucher de soleil, etc., avec la personnage principale, Rain. Alors je me souviens que des prénoms de Rain et Andy. Je vais essayer peut-être d'avoir distribution. Ok, pardon. Donc on a Rain, l'espèce de Ripley de ce film. Alors pour moi c'est pas vraiment le même personnage que Ripley. Ça veut évidemment nous rappeler Ellen Ripley, mais il y a des différences quand même fondamentales entre Rain et Ripley. On va en venir. Et donc on a Rain qui est au bord d'une falaise, au sommet d'une montagne, avec un coucher de soleil. Et en fait, je trouvais le coucher de soleil très jaune, parce que c'est pas du tout crépusculaire, c'est pas du tout orangé. C'est un coucher de soleil très jaune. Alors, s'il faut, c'était l'écran de mon cinéma qui était un peu foutu, mais bon.
Du coup, je me disais, attends, c'est étrange, l'atmosphère de cette planète est bizarre, etc. Mais en fait, c'était un rêve de Rain, et c'était un peu annonciateur d'une chose, c'est que Rain, elle est sur une planète minière où, en fait, il n'y a jamais de soleil dans l'année. Alors, elle a intérêt quand même, cette planète, à être assez proche du soleil pour pouvoir avoir un effet de serre qui la chauffe, parce que sinon tout le monde crame. Mais donc, elle est constamment... la surface de cette planète est constamment plongée dans l'obscurité, parce qu'en fait il y a une tempête constante. Enfin, la météo est vraiment nulle, il y a des nuages qui sont complètement sombres et opaques, et donc les habitants, ceux qui vivent dessus, les mineurs, parce que c'est qu'une planète minière, ne voient jamais la lumière. Donc en fait on démarre avec Rain qui rejoint son frère qui est un androïde qui s'appelle Andy, qui est un ancien androïde de la Wayland qui a été mis dans une poubelle, qui a été récupéré par son père, qui est dysfonctionnel, qui marche pas très bien, qui bégaye un peu, etc. Enfin, l'androïde cassé est un peu réparé, dont la directive est de faire tout ce qui est pour le bien de Rain. Directive, on en reviendra aussi après. Et donc, on apprend assez vite que ils veulent se barrer. Ils peuvent a priori se barrer de la planète parce que ils veulent aller à un endroit où il y a du soleil, ce qu'on comprend. Et en même temps que travailler sur cette planète, c'est absolument horrible parce que dans les mines, il y a des gens qui meurent chaque jour. Et au final, personne ne veut vraiment y aller. Donc, elle va essayer d'obtenir une autorisation pour quitter la planète, sauf qu'on lui dit qu'elle a des heures sup, en gros. Elle a effectué ses 12 000 heures réglementaires, sauf qu'il n'y a pas assez de mineurs. La compagnie dit qu'il n'y a pas assez de mineurs et que du coup, il faut qu'elle reste. Et donc, elle écope de 12 000 heures supplémentaires, soit 6 ans de travail, à peu près, ils disent. Donc, évidemment, elle est dégoûtée et elle serait prête à tout pour se barrer. C'est là qu'elle reçoit un coup de fil d'un de ses amis qui a besoin de son aide. Parce que... il a besoin de son aide. Il a besoin d'Andy, mais Rain ne donnera pas Andy sans venir avec. Donc son ami Tyler, l'appelle pour qu'en fait il a un plan pour quitter la planète. Ils ont un vaisseau cargo, mais en fait là on apprend que les caissons de stase sont des technologies détenues exclusivement par la Wayland, et donc ça explique pourquoi personne n'essaie de partir de cette planète. C'est parce que tu ne peux aller nulle part dans l'espace si t'as pas de caissons de stase, parce que tu peux pas te nourrir, parce que la planète où ils veulent aller, ils sont à 9 ans de distance. Ils peuvent pas vivre pendant 9 ans dans le vaisseau. Ils ont déjà pas l'argent pour se payer le loyer. Donc ils auront sûrement pas l'argent pour se faire 9 ans de ressources alimentaires sur une planète minière où du coup il y a aucune vie à la surface étant donné qu'il n'y a pas de photosynthèse. Donc le seul moyen d'avoir de la nourriture, c'est des cargos qui doivent venir tous les X temps. Donc c'est foutu pour faire le trajet sans question de stase, donc c'est pour ça qu'ils sont obligés de travailler sur la planète et que personne n'essaie de partir. C'est une explication en sous-texte du film que moi, ça me va vraiment très bien. Donc, leur plan, en fait, c'est qu'ils ont repéré un vaisseau de la Wayland abandonné qui possède des caissons de stase, et ils veulent aller piller le vaisseau pour les voler. Donc, donc c'est pour ça que l'android est nécessaire, parce que comme c'est un android de la Wayland, il aura les accès nécessaires pour aller dans le vaisseau, ouvrir les portes et libérer les caissons. Et donc, ils partent. Ils voient que c'est pas un vaisseau mais une station, et en fait c'est la station dans laquelle au début du film l'alien a été ramené. Donc nous, en spectateur, on sait, donc quand on voit l'état de la station, etc., on sait que ça a très mal tourné, que le vaisseau est probablement truffé d'aliens. Et eux, ils le savent pas, ils aventurent dans le vaisseau, etc. Donc ils trouvent les caissons, ils voient qu'il n'y a plus de carburant, et donc ils veulent aller choper du carburant, du cryofluide, genre, qu'elle part dans un vaisseau parce qu'ils ont détecté une pièce qui était refroidie avec ça. Péripétie. Donc ils voyagent dans le vaisseau, et à un moment donné, là c'est un des premiers problèmes que j'ai avec le film, c'est qu'ils voient un trou dans le sol immense qui descend de plusieurs niveaux, avec un androïde fondu, etc. Donc fondu à l'acide d'un xénomorphe. Donc nous, en tant que spectateurs, on comprend instinctivement qu'il y a un xénomorphe qui a été crevé au-dessus, et son sang a coulé et a fait ça. Et donc, comme ils font aucune remarque, on suppose que le xénomorphe est tombé au fond du trou. Sauf que plus tard dans le film, quelques minutes après,
il y a un personnage qui va leur dire mais regardez là-haut, et il lève les yeux et il voit qu'en fait il y a un alien complètement défiguré, etc., mort au-dessus du trou. Et en fait là c'est le premier problème que je me suis fait quand j'ai vu ça, c'est vrai pas un plafond qui est très haut, la salle où ils sont, l'alien est éclairé par derrière si je me souviens bien. Comment ils ont fait pour pas le voir quand ils sont entrés? Mystère. Enfin bon. Ils entrent, donc ils voient pas l'alien, et ils entrent dans la salle où il y a le cryofluide. Sauf que ça se passe pas bien, la porte est verrouillée. Pardon. Et c'était une expédition menée dans le vaisseau par Andy, Tyler et Bjorn. J'ai nom sur Wiki, elle est bon, c'est la faute de Wikipédia. C'était une expédition menée plutôt par les trois parce qu'il n'y a pas besoin d'être plus que ça pour aller libérer les caissons de stase qui tombent en dessous du vaisseau. Ok. Donc on a Rain et Eileen qui étaient toujours dans le vaisseau. Donc c'est un équipage de 6 personnes. Il y a aussi comment ça s'appelle, Kay, mais elle dort pour le moment. On a Rain et Eileen qui sont dans le vaisseau et qui vont venir les aider parce qu'ils sont bloqués dans une salle qui est fermée par une porte avec un vitrage. Donc en fait là c'est mon second problème avec le film, c'est que en fait les personnages prennent des décisions stupides parfois, mais bon c'est un peu, enfin bref. Donc ce second problème, c'est ils sont bloqués dans cette salle et ils essaient pas de péter la porte. Donc ils essaient pas de péter la porte, on se dit ok, c'est un complexe scientifique, etc. C'est une salle cryogénique, donc ils doivent savoir instinctivement que le vitrage doit être blindé, impossible à casser. Ok. Parce qu'on les voit même pas essayer de taper sur la vitre pour péter. Et en fait, il y a Rain et Eileen qui débarquent. Rain a l'idée de voler la puce de l'androïde fondu au pied du trou pour qu'il y ait les codes d'accès pour le donner à Andy pour que lui puisse avoir accès vraiment à tout le vaisseau et ouvrir cette porte. Qui est fermée par un protocole spécial. Je skip beaucoup de choses. Hein. Allez voir le film. Et donc c'est une salle en fait cryogénique où il y avait des facehuggers. C'est ce qu'on voit dans les trailers où les facehuggers ils tombent dans l'eau et les attaquent, etc. Et là, pendant qu'il y a les facehuggers qui sont en train de les attaquer, scène qui est pas mal d'ailleurs, il y a Rain qui tape avec un objet sur la porte et elle fissure le verre. Et là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi les mecs à la base, enfin, ils ont un androïde avec eux qui est beaucoup plus fort. À un moment donné, il maintient un ascenseur qui tombe dessus à une main, l'androïde. Hein. C'est vraiment une force qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Pourquoi l'androïde il pète pas la fenêtre, quoi? Pourquoi? C'est pas un vaisseau qu'ils veulent conserver pour faire un voyage avec. C'est un vaisseau qu'ils sont en train de piller. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent de garder l'intégrité structurelle du vaisseau? Ça, c'est vraiment... C'est un truc qui est con, mais qui est con, quoi. Genre, c'est un problème. C'est vraiment... En fait, plus j'y pense, plus ça me saoule, en fait. Qui sait pas tout simplement péter la porte. Bon, il y a la confrontation avec les facehuggers. Il y en a un qui infecte Eileen qui était venu. Et ils savent pas quoi, les personnages savent pas quoi faire. Donc ils réveillent l'androïde qui était abîmé et ils l'interrogent. L'androïde leur explique quasiment tout ce qu'il y a à savoir sur les facehuggers et sur l'évolution qui donne l'alien. C'est là qu'ils montrent, ah regardez là au-dessus, il y a un alien. Et donc ils trouvent un plan pour enlever les facehuggers, ils l'enlèvent et ensuite il y a toute une phase où l'androïde dit qu'il y a 60% de chances que Eileen soit infectée par un œuf de facehugger. Et alors Andy, l'autre androïde, au lieu d'utiliser la technologie du scanner qu'ils ont acquéri ou que sais-je, d'essayer de faire un scan parce qu'ils sont dans une station scientifique, l'autre androïde peut dire bah il y a un scanner X-ray, vous pouvez vérifier. Personne fait rien. Enfin bref. Au lieu d'essayer de trouver une solution, de voir si effectivement elle est infectée ou non, comme elle va elle-même le faire plus tard dans le vaisseau, Andy décrète qu'elle ne doit pas revenir dans le vaisseau et du coup Bjorn et Eileen s'enfuient tous les deux pour remonter dans le vaisseau avec lequel ils sont venus pour se décrocher et intime à Rain et Tyler de désactiver Andy parce qu'il est devenu fou. Oui, parce que Andy a eu la puce scientifique qui l'a améliorée et dit qu'il se fait réparer, mais pendant tout le film
il sera certes plus droit, moins de difficulté à bouger, mais dès qu'il va se faire taper par le moindre événement, il va reavoir les tremblements comme avant. Donc en fait, il se répare, mais il se répare pas complètement, c'est un peu bizarre. Et je vois pas pourquoi des lignes de code lui permettraient de se réparer plus qu'avant. Ça, c'est une incompréhension de comment marchent les androïdes par les gens. Ou alors c'est une technologie qui est vraiment ultra futuriste. Une pièce de 2 euros te répare ton robot. Enfin bref. Donc il se passe ça. Et donc pendant que Bjorn, Eileen et Kay sont dans le vaisseau avec lequel ils sont venus et qui sont en train de dire désactiver Andy, il devient fou. Et ben Eileen a le Chestbuster qui commence à venir et à sortir. Sauf que comme c'est elle la pilote et qu'elle était un peu aux manettes, elle fout un coup de pied malencontreux dans une des commandes qui va venir faire écraser le vaisseau cargo contre la station. Et par une scène qui est qui est difficile à lire et qui a une conclusion qui repose uniquement sur une probabilité, sur un hasard qui est plus élevé que jouer au loto, enfin que gagner au loto. Le vaisseau cargo avec lequel ils sont venus finit dans le hangar de la station spatiale, dans le hangar Romulus, enfin de la partie Romulus de la station, et s'écrase. Et là, on reprend un peu plus tard dans le vaisseau cargo, pardon, et on a le Chestbuster, pardon, qui a mué et qui s'est mis dans un cocon qui est fixé à un mur. Alors ça, je crois bien, c'est la première fois qu'on voit ça dans un film Alien, hein, le stade entre le xénomorphe complet et le Chestbuster, il se met dans un cocon pour évoluer. Et bon, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les thèmes du viol, etc. Là, si les facehuggers, on voit bien leur ils ont un aspect très très vaginal quand ils s'ouvrent. À l'intérieur, il y a une espèce de membre, on va dire, pour être YouTube friendly. Et ils essaient ce truc où ils essaient de rentrer leur truc dans la bouche des gens. C'est dur à regarder. C'est vraiment la thématique du viol, etc. est vraiment très présente dans le truc. Et là, le cocon a vraiment une tête de vagin. Genre, il n'y a pas de question à se poser. C'est vraiment... c'est une touche, quoi. Et donc, poursuit la symbolique, où il y a Bjorn qui avait chopé une matraque électrique, et donc il veut tuer la créature qui est dans le cocon en foutant son gros bâton à l'intérieur du truc. On pourrait même continuer l'histoire en disant qu'il balance la sauce en activant sa matraque électrique. Ouais. Et a priori, il tue l'alien parce qu'il y a du sang acide qui se met à couler du cocon en dessous. Encore une fois, on peut y voir d'autres messages explicites que je n'expliciterai pas ici. Vous avez votre propre imagination. Sauf que l'alien n'est pas mort, et en fait la queue de l'alien vient érafler le visage de Bjorn, qui s'effondre en dessous du cocon, et en fait l'acide qui coulait lui coule sur le visage. D'autres symboliques. Et le tue. Alors, c'est probablement la mort la plus gore du film. Et elle est... En fait, elle commence très bien, dans le sens où c'est choquant, visuellement fort, gore, etc. Mais ça finit très moins gore que ça a commencé, alors que c'est très bizarre, c'est très très bizarre. Bon, et du coup le xénomorphe sort de son cocon. Kay, elle, essaie de sortir du hangar et se retrouve essaie de sortir du hangar. Parallèlement, on a Rain et Tyler qui ont passé toute une zone avec des facehuggers, etc. Où bon, c'est un peu la même chose qu'on a vu juste avant dans la salle cryogénique, donc bon, on va pas trop en parler. Et donc les deux groupes, Kay, Andy, Kay d'un côté de la porte, et Rain, Andy et Tyler sont de l'autre. Et en fait,
seul Andy peut ouvrir la porte parce que seul lui a l'accès Wayland pour ouvrir les portes du vaisseau. Sauf que il voit l'alien qui est juste derrière et qui est assis, qui attend juste que la porte s'ouvre pour leur sauter dessus à la gorge et tous les tuer. Donc Andy refuse d'ouvrir la porte malgré les demandes insistantes des autres. Et Kay se fait a priori enlever, tuer, enfin les autres pensent qu'elle est morte, par le xénomorphe. Là, Andy révèle sa nouvelle directive depuis qu'il a eu la puce, qui est de récupérer 10 flacons, parce que sa nouvelle directive, c'est le bien de la compagnie avant tout. Et donc on arrive dans un laboratoire, et là c'est un autre problème qu'avec le film, mais en même temps c'est quelque part il y a un autre truc qui est bien, mais bref. On arrive dans un laboratoire où on voit que ces 10 flacons, en fait c'est le liquide noir qu'il y a genre dans Prometheus. Oui. Bon, je sais pas quand ça a coupé, donc je reprends un endroit, au pire, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Après ce qui se passe dans le hangar, ils arrivent dans un laboratoire où il y a les flacons de liquide noir, qui est le... Donc si ce n'est pas exactement le liquide noir qu'on voit dans Prometheus Covenant, c'est assez semblable. Et moi personnellement, j'ai envie de croire que c'est exactement le même. Et je sors Covenant et Prometheus du lore alien. Et je pioche quand même dedans pour inspirer des événements que je fais après. Mais bon, je peux en parler plus tard. Mais bon, donc il y a le liquide noir qui est en fait là l'explication de ce liquide noir. On l'a. C'est en fait le xénomorphe qu'ils ont récupéré les scientifiques. Ils ont extrait son ADN. Ils en ont créé des facehuggers et le liquide noir. Et ce liquide noir, en fait, ils l'ont amélioré, etc. Parce que bon, ils ont eu plus de facehuggers, etc. Enfin, ils ont eu plus d'aliens avec les facehuggers qu'ils ont eu. Enfin bref, ils l'ont amélioré le liquide noir. Et en fait, ils l'ont amélioré pour bien réencoder l'ADN d'animaux ou à but de recoder l'ADN humain pour nous rendre, nous humains, plus résistants. Parce qu'en fait, les colonies dans l'espace, l'humanité n'arrive pas à s'adapter à d'autres environnements que celui de la Terre. Les colonies sont toujours nulles, comme la planète où ils sont, il n'y a pas de lumière dans l'année, où les mines, tout le monde crève, etc. Visiblement, les autres colonies, c'est pas mieux, il y a plein de problèmes. Et bon sang, qu'est-ce que ça aurait été bien d'expliquer un truc comme ça dans Covenant, et c'est pour ça que c'est une mauvaise idée de faire que la mission du Covenant, c'est la première colonie humaine. Parce que si jamais tu as l'implication que l'humanité a énormément de mal à s'adapter à de nouveaux environnements, quand ils voient la planète des ingénieurs, ils se disent « Ah la vache, c'est exactement comme la Terre, on n'aurait pas de mal à y vivre », ça rend déjà plus logique les décisions qu'ils prennent dans le film. Mais on s'énerve pour rien. Donc ils voient ça et on leur montre une vidéo où il y a une vidéo YouTube de presse qui écrase une souris et qui la tue. Et ils mettent le liquide noir et la souris se régénère et revient à la vie. Sauf qu'on leur montre pas la suite de la vidéo où la souris mute et devient un espèce de xénomorphe, enfin de trucs xénomorphiques bizarres, enfin c'est chelou. Et là c'est un problème, les personnages ne regardent pas la pièce, parce qu'en fait dans la pièce il y a toujours la souris mutée qui est là. Et qui est mutée, genre c'est un gros truc quand même, quoi. Et les mecs ne regardent pas la pièce, ne notent pas cette présence alien bizarre. Enfin, c'est très étrange. De fil en aiguille, il se retrouve à prendre un chemin. Donc la mission de l'Android est d'importer les échantillons hors du vaisseau. Et là, c'est un truc que je reproche à Prometheus, c'est que la compagnie traite trop mal ses employés, tellement mal que ça devient irréaliste que quelqu'un veuille travailler pour la compagnie ou suivre les directives de la compagnie. Là, les androïdes savent que seuls, ils ne peuvent pas arriver à quitter le vaisseau. Et ça n'empêche pas que leur but est mauvais et qu'ils traitent les gens comme des pions sacrificiables. Mais les androïdes savent qu'ils ne peuvent pas quitter seul le vaisseau et donc utilisent les humains pour arriver à leur but. Et sont forcés de suivre les humains quand ceux-ci se lancent à la poursuite de leur ami,
parce que ils entendent à un moment donné que Kay est toujours en vie, donc les humains partent. Donc l'android est forcé de les suivre au lieu de prendre sa propre direction parce qu'il ne veut pas y arriver seul et il le sait. Et du coup, il est obligé d'aider, même si ça va pas directement dans le sens de sa directrice première. Il sait que c'est un moyen d'arriver à son but. Et ça m'a plu. Parce que dans Covenant et Prometheus, les mecs, c'est vraiment, ils pensent les mecs comme de la chair à canon indispensable. Et c'est nul. Dans Alien 1, on peut dire que c'est la même chose, mais dans Alien 1, l'android, il s'en fout que l'équipage vive ou non. Dans Alien 1, l'android, il veut tuer, il pète un câble sur l'équipage parce que l'équipage veut tuer l'alien. Et le but de l'android, c'est de protéger l'alien. Si l'équipage, il a dit, on va l'enfermer, etc., l'android n'aurait probablement pas tué l'équipage. Vous voyez la diff? Enfin bref. Donc ils arrivent à choper Kay qui n'était pas encore infecté par un facehugger, donc ils arrivent à la délivrer. Et ils ont chopé des fusils qui ont un aimbot. En gros, je passe. Et bon, ça c'est pas mal déjà parce que ça va faire qu'on remarquera très vite les petits connards qui veulent absolument critiquer les personnages féminins dans des films parce que c'est des filles, au lieu de parler des autres problèmes. Là, on va avoir la Ripley qui va avoir son fusil qui a un aimbot et qui donc évidemment va trop bien tirer sur les aliens. Et bon, ça va un peu casser l'enjeu de mince, je sais pas maîtriser mon arme, mais bon, elle va massacrer les aliens avec son fusil à aimbot. Même si elle est nulle avec les flingues, qu'elle a jamais tenu un flingue de sa vie, elle est obligée de bien tirer parce que le fusil vise pour elle. Et donc ça marche bien, même si c'est logique, même si ça tue un peu tout l'aspect oh mon dieu, ils vont lui sauter dessus, elle pourra pas bien réagir dans le fusil, tout il vise tout seul. Sauf que bon, on lui file le fusil, mais donc avant qu'elle tire, il y a un enjeu, c'est qu'elle peut pas trop tirer dans le vaisseau parce que ils sont tout en bas, et donc s'ils tirent, l'acide des aliens qui va tomber au sol va faire des trous dans la coque et ils vont tous crever de toute façon. Donc les fusils, ils doivent pas être utilisés, ils doivent être uniquement pointés sur les aliens pour leur faire peur. Ce qui marche à peu près bien jusqu'au moment où les aliens comprennent qu'ils vont pas tirer et commencent à leur sauter dessus. Donc Tyler meurt, il se fait choper par un alien, il crève. Rain et Kay arrivent à prendre l'ascenseur pour remonter en haut dans le vaisseau et partir avec les flacons. Et Andy se fait knock-out par un alien. Sauf que bon, Rain est quand même a vécu toute sa vie avec Andy, elle le considère comme son frère, donc elle va pas l'abandonner. Et donc elle dit à Kay, ok, tu pars au vaisseau avec les flacons. Une fois que tu seras détecté, tu t'attends et on partira tous ensemble. Ou alors si je reviens pas, tu pars toute seule. Parce qu'il faut qu'ils ramènent les flacons en sécurité pour que l'IA du vaisseau les autorise à partir. Et du coup, Rain repart chercher Andy et lui dit que... et utilise la logique, parce que Andy en fait ne veut pas que Rain lui retire sa puce qui change son comportement, parce qu'il dit que ça ira pas dans l'intérêt de la compagnie. Et Rain lui dit tu me laisses retirer ta puce, et ensuite je te soigne. Parce que si tu me laisses pas faire ça, le fait que tu restes dans cet état-là ne sert pas l'intérêt de la compagnie. Et l'android n'a rien à dire à cette logique et donc se laisse retirer la puce. Donc récupère sa directive première précédente qui est de protéger Rain, enfin de faire passer l'intérêt de Rain avant tout. Et du coup, Rain trouve comme astuce pour tirer sur les aliens de passer en gravité zéro. Donc la scène perd de tout son impact, comme j'ai dit, avec le fait que son fusil a aimbot. Mais ensuite, on a le moment où elle doit circuler au milieu du sang d'aliens qui flotte dans les airs. Bon, là, c'est un peu... Il y a un petit suspense à un moment donné parce qu'elle peut plus s'agripper à rien et elle arrive devant une énorme flaque. Sauf que, et c'est très malin, elle pense à utiliser son flingue pour tirer en l'air pour faire une force qui la pousse vers le bas et esquiver la flaque. Ça, c'était malin, c'était bien vu d'utiliser comme ça son arme. C'était cool. Donc ils arrivent à prendre l'ascenseur, il y a la gravité, alors le vaisseau fait des purges de gravité, donc et faire des purges de la gravité ça veut dire remettre un peu de gravité de temps en temps. Donc à un moment donné la gravité revient, le sang tombe au sol et fait éclater tout le bas du vaisseau comme il pensait que ça le faisait s'il se mettait à tirer. Et un des aliens récupère Rain quand elle tombe dans la cage d'ascenseur. Bon, je skip, mais suivez un peu. Quand elle tombe dans la cage d'ascenseur, récupère Rain.
Et là, on a une scène qui est... C'est la scène d'Alien 3 quand Ripley est enceinte et que l'alien vient coller sa tête contre elle. C'est exactement le même plan. Et en fait, l'alien a récupéré Rain parce que il n'y a pas de reine dans le vaisseau. Il n'y a que des facehuggers qui ont été clonés par les scientifiques. Et du coup, il récupère Rain pour qu'un facehugger vienne pondre en elle pour avoir le truc. L'android arrive à sauver la situation et ils arrivent à remonter dans le vaisseau. Ils ont tué énormément d'aliens dans le procédé. Donc ils arrivent à terme à prendre à partir du vaisseau, à partir de la station avec leur vaisseau, et la station commence à s'écraser dans les anneaux de la planète, donc ils sont complètement irréalistes. Parce que enfin bref, on va pas parler des anneaux de Saturne, mais bref, les anneaux sont irréalistes, mais vas-y, on va accepter. Donc la station spatiale s'écrase contre les anneaux qui sont très denses en glace, etc. Donc ça fait éclater. Et eux, ils arrivent à partir dans leur vaisseau cargo. Parce que qui dit Alien dit 4e acte. Et en fait, pendant que Kay était en train de s'enfuir, elle était mal en point. Et bon, je l'ai pas dit, mais elle a entendu Tyler dire « Ah, je vais utiliser une des fioles de liquide qui a réparé la souris sur elle pour la soigner. » Rain avait dit « Non, j'ai pas confiance en ce truc. » Bon, s'ils avaient regardé dans le laboratoire, ils auraient vu qu'il faut pas du tout y faire confiance. Mais donc Kay, qui elle a juste entendu que c'était un produit qui pouvait la soigner, mais donc ils n'étaient pas sûrs de X, et ben elle est un peu mal, etc. Donc elle décide de s'injecter ce produit pour aller mieux parce qu'elle est mal en point. Sauf que donc le liquide, Kay est enceinte et donc le liquide noir va se transmettre au bébé quasiment en exclusivité. Et en fait, il commence à partir. Rain met Kay en stase pour le trajet, pour qu'elle ne souffre pas plus que nécessaire. Sauf que pendant que Kay est en stase, et ben, l'organisme grandit dans son ventre. Et en fait, elle accouche d'un œuf. Ouais, c'est un espèce d'œuf de facehugger, mais à l'intérieur, il y a un bébé, quoi. Et du coup, Rain, je pense, veut jeter le bébé dans l'espace, mais arrive pas à aller jusqu'au sas avec. Elle veut pas le cramer à la glace. Je pense qu'elle veut juste le dégager dans l'espace. Et elle arrive pas. Je pense que c'est un peu dur parce qu'il a vraiment une tête de bébé au premier stade, donc c'est un peu difficile quand même, je pense, pour elle. Parce qu'il a un fusil à glace avec le liquide cryogénique. Enfin bref. Donc il y a ça. Et le bébé, enfin l'acide brûle un peu les mains de Rain, qui lâche l'œuf, qui tombe, qui fond et qui tombe dans la soute. Et en fait là, donc le bébé évolue extrêmement rapidement, peut-être même trop rapidement d'ailleurs, enfin même l'alien évolue un peu trop rapidement à mon goût, mais bref. Et en fait là, bon, le 4e acte, à ce moment-là, je trouvais qu'il commençait un peu mal parce que, en fait, pour une raison que j'ai pas trop bien compris, ouais, c'est parce qu'il y a un trou dans le vaisseau et du coup ça a fait... Enfin bref. En fait, ils avaient bien respecté la physique de comment ça marchait l'espace jusqu'à présent. Et là, à un moment donné, les moteurs s'éteignent et en fait, le vaisseau commence à tomber. Immédiatement, il commence à tomber sur les anneaux. Et c'est pas comme ça que ça marche, la gravité, etc. Donc, en fait, on a un compte à rebours où le vaisseau commence à s'écraser dans les anneaux de la planète. Et là, on a une créature qui est mi-ingénieur, mi-humain, mi-xénomorphe, mais qui, en fait, si au début c'est un bébé un peu humain, évolue très vite vers l'aspect ingénieur, mais n'est pas aussi musclé qu'un ingénieur, reste frêle, comme un xénomorphe, et en fait va de plus en plus tendre vers le xénomorphe. Et donc, si la créature est dérangeante, si la première fois qu'on le voit, elle est un peu dans l'ombre, on voit les yeux, la bouche, ça fait en fait, ça marche très bien. Ça dérange et tout parce qu'on ne voit pas tous les détails de la créature. Et il y a l'appareil Dolly qui fonctionne. Le cerveau humain
remarque vraiment très facilement les yeux et la bouche. Et il a une tête qui est dérangeante. Il a une tête qui est dérangeante, qui met mal à l'aise. Ça, c'est très bien. Mais immédiatement après, ils vont la mettre en plein jour, très bien éclairée. Et en fait, elle est très pâle. Du coup, on va voir absolument tous ces détails. Parce qu'elle est éclairée en plus, donc on voit tout. Et donc ça casse tout le mystère de cette nouvelle créature immédiatement. Et elle est dégueulasse. Et elle devient un peu de moins en moins dérangeante. Elle devient de plus en plus dégueulasse et moins dérangeante. Et donc, il va y avoir une confrontation. En plus, elle fait genre 3 mètres de haut, enfin 2,50 m de haut. Elle éclate les mecs juste en tournant les bras parce qu'elle a des énormes pics dans les coudes. Juste en tournant les bras, elle éclate les mecs. Et bon, le but, c'est comme dans Alien 1, c'est de la dégager du vaisseau en décompression. Et en fait, voilà. L'idée, j'aime bien. L'exécution, je trouve mauvais. Parce qu'on la voit trop, cette créature. Et bon, voilà. Et il y a un moment donné où ça, j'ai un peu soufflé, quoi. Où on la voit carrément sourire, quoi. Alors, elle est devant Rain, et au lieu de l'attraper et de la tuer ou je sais pas quoi, elle se met à faire un grand sourire comme ça, et à regarder en l'air et à faire un cri. Et en fait, j'aime pas trop cette idée-là parce que ça impliquerait qu'en fait, à chaque fois que l'alien s'arrête un peu comme ça près de quelqu'un et bouge un peu les dents avant d'ouvrir sa gueule, en fait, c'est qu'il est en train de sourire ou de se moquer ou de se marrer, j'en sais rien. Enfin, c'est un peu. C'était un peu nul. Et du coup, elle arrive à le dégager dans l'espace et donc elle rentre en stase pour s'enfuir dans la planète où elle pourra voir le soleil en étant la seule survivante. Voilà, ça fait un bon résumé. J'ai quand même beaucoup plus parlé que ce que je pensais. Ce que j'ai bien aimé, c'est que. Enfin, j'ai bien aimé qu'ils respectent un peu le truc d'Alien 1 d'essayer de garder la créature dans l'ombre. Alors, c'est pas comme dans Alien 1 où on a du mal à la distinguer, mais on peut la voir. Là, c'est pareil. Il y a des moments où elle est cachée quelque part dans l'image, donc on cherche à voir un peu dans les tuyaux, est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle est là. Mais en fait, il y a plein de moments où on va voir les créatures bouger derrière les personnages avec un flou, et donc ça enlève un peu l'aspect surprise du truc qui te tombe dessus et que même toi, le spectateur, tu vois pas. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu dommage qu'ils cachent. Enfin, parfois, il garde la créature dans l'ombre, ce qui est bien, mais parfois, il la montre trop dans le sens où on la voit se balader derrière les personnages, etc. Parce que bon, depuis Covenant, on connaît chaque aspect de la physionomie des aliens, donc c'est un peu dommage. Mais voilà. Et bon, c'était pas trop mal. Et donc la créature finale du 4e acte, elle, on la voit vraiment beaucoup trop. Ça aurait été bien de garder un aspect... vraiment, garder juste la pénombre et utiliser l'appareil Dolly pour nous faire... pour trigger les spectateurs, quoi. Parce qu'il y a un moment où elle est dans la brume, et là, c'était vraiment... c'était terrifiant un peu, quand même. Quand en fait il y a une brume cryogénique qui vient, donc les mouvements sont lents, etc. Le froid les blesse. Donc cet alien humanoïde est éclairé à certains moments par des flashs qui viennent de derrière, donc on voit une énorme silhouette dans la brume, mais il y a des moments où on la voit plus. On ne sait pas si elle va surgir ou pas, et au final elle surgit pas. Mais et ça, je trouve, c'était un des meilleurs moments avec cette créature. Ça, et la première fois qu'on la voit, c'était les meilleurs moments. Après, tout le reste, on voit trop de détails, on la voit trop, et elle devient plus dégueulasse que dérangeante, quoi. Donc en soi, le film est pas une purge absolue comme Covenant ou Prometheus, mais il reprend vraiment Alien 1, Alien 2. Il y a vraiment des scènes copier-coller, quoi. Il y a une scène au moment de l'ascenseur où c'est vraiment un plan qui vient de Aliens, où il y a plein de xénomorphes dans un petit couloir qui sont en train de tous d'arriver. C'est Aliens. Même quand Rain elle sort de l'ascenseur avec son flingue, c'est Aliens. En fait, le début du film c'est Alien, quand il y a qu'un seul Alien. Une fois qu'on comprend qu'il y en a plusieurs, ça devient Aliens. Ensuite, il y a des refs à Alien 3. La créature à la fin, l'hybride humain, bon, c'est Alien 4. C'est juste, elle est différente, vraiment différente que ce qu'on a dans Alien 4. Ouais, c'est un peu dommage que le film n'ait pas réussi à
à faire hommage plus que copier ce qu'il y a eu avant. Une des phrases qui m'a trigger et que je pense qu'il y a trigger beaucoup de gens qui ont vu le film, c'est quand l'android qui était cassé dit, ou l'android cassé dit, je ne vous mentirai pas sur vos chances de survie, mais vous avez ma sympathie. Alors, c'est la phrase de Alien 1, mais pourquoi elle marche dans Alien 1 et pas ici? C'est parce que dans Alien 1, bah, l'android était caché parmi l'équipage et il vivait avec eux et bah, en fait il a fini par les apprécier malgré tout. Et donc quand il était détruit et qu'il pouvait plus respecter la mission, il leur dit cette phrase pour dire bon bah sorry hein, mais je vous aime bien hein, désolé. Enfin il dit cette phrase qui a un sens, qui dit ben qui est un espèce de c'est mon protocole qui veut que j'agisse comme ça, mais je vous aime bien les gars quoi. Et même si vous allez tous crever parce que X. C'est un peu dur à exprimer. Et là ça marche pas du tout parce que ben, l'android il les connaît pas et il s'en fout royalement d'eux. Il les manipule à faire enfin il les a manipulés pour les envoyer à la mort en gros quand il dit la phrase. Et en fait moi j'aurais vraiment apprécié qu'il tease le truc, il fasse je ne vous mentirai pas sur vos chances de survie. Et je leur dis, vous en avez aucune. Quoi. Enfin, vous en avez aucune, peut-être pas. Genre en mode, vous avez 5% de chance. Ou qu'ils disent tout simplement, je ne mentirai pas sur vos chances de survie. Elles sont très minces. Voilà. Surtout qu'après, ils présument qu'ils sont morts. Donc, voilà, ça, j'ai trouvé ça dommage que vraiment, il essaye pas de s'approprier le truc, mais vraiment qu'il copie-colle. C'est je crois qu'il s'appelle Fede Alvarez, je sais plus le réel. C'est vraiment dommage que tout le film ce soit ça, quoi. Ce soit vraiment, ce soit pas de l'appropriation, mais du copier-coller. Alors, on peut y voir un hommage au film d'Alien, mais il y a un moment donné, il y a hommage et il y a copier-coller, quoi. Donc bon, alors, est-ce que c'est meilleur qu'Alien 1 et 2? Non. Mais c'est un remix de tout en 2024. Le film est pas moche. Les effets spéciaux. Alors, oui, les effets spéciaux de l'Android qui est cassé, qui est donc, je crois que c'est Bishop qui s'appelle dans Alien 1, c'est le même Android que dans Alien 1. Donc l'acteur est mort depuis, mais ils ont fait son visage en CGI. C'est genre le roi Scorpion dans la Momie 2, quoi. C'est Dwayne Johnson, le roi Scorpion dans la Momie 2. C'est dégueulasse. L'effet spécial est dégueulasse. Et aussi, au lieu de recast un mec qui lui ressemble un peu, comme en fait je suppose qu'ils avaient voulu faire avec Michael Fassbender, je crois que c'est ça le nom de l'acteur, pour David, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pris. Au lieu de prendre un mec qui lui ressemble un peu, ils ont fait un truc en CGI, et c'est un peu dégueulasse de reprendre... Enfin, de refaire un mec qui est mort, quoi, pour l'utiliser pour ton truc, quoi. Enfin bon. Voilà. Donc Alien Romulus, je pense que je l'ai quand même plus apprécié qu'Alien 3 ou Alien 4. Forcément plus que Covenant et Prometheus. Alien vs Predator, bon j'en ai vu qu'un des deux, des AVP, mais Requiem, je crois que je l'ai pas vu. Oui, Requiem, j'ai pas vu, faut que je le regarde. Donc voilà, Romulus, je le mettrai en top 3. C'était sympa, mais une fois qu'il y aura un alien qui sortira qui a une personnalité, ben il partira du top 3, quoi. Malheureusement. Malgré le bon jeu d'acteur de Kaylee Spinney et David Johnson. Je trouve les deux ils jouent très très bien. Les autres on les voit vraiment pas assez longtemps, enfin mis à part Isabella Merst. Isabella Merst. Je sais pas comment dire son nom de famille. Donc Rain, Andy et Kay. C'est ceux qu'on voit le plus dans le film. Le mec qui joue Tyler, en fait on le voit assez peu. Et bon, il a toujours un peu les mêmes expressions. Enfin, il joue pas mal, mais on le voit toujours dans les mêmes situations, quoi. Donc voilà.
C'était tout pour Alien Romulus. Allez le voir si vous l'avez pas vu et que vous êtes intrigué. Franchement, ça vaut peut-être le coup, pas forcément d'aller le voir en IMAX qui coûte 20 balles dans les pâtés. Trouvez-vous une petite séance pour aller le voir si vous voulez savoir absolument. Sinon, c'est sympa, mais il faut pas s'attendre à du grand Alien non plus. Allez, ciao.